Toutes les années, le 14 février, un peu partout dans le monde, on célèbre la Saint-Valentin. L'origine de cette fête, assimilée à une fête des amoureux, est attestée au XIVe siècle dans la Grande-Bretagne encore catholique. Pourquoi le 14 février a-t-il été choisi pour être la fête des amoureux? Tout simplement parce que l'on pensait alors que les oiseaux choisissaient ce jour pour s'accoupler. Je vais vous parler aujourd'hui de la Saint-Valentin à travers la vie amoureuse de quelques grands écrivains français que j'appelle les insatiables. Les insatiables de l'amour. Mais auparavant, sachez que Saint Valentin, qui est devenu le patron des amoureux en 495 après Jésus-Christ, était un prêtre romain qui fut décapité en 270. Cette date fut opportunément fixée pour remplacer les Lupercales, une fête païenne célébrant le dieu Pan, célèbre pour sa sexualité débridée. Pour vous parler des insatiables de l'amour, et pour en rester dans le domaine de la sexualité débridée, je commencerai par le plus fantastique et le plus phénoménal de tous, dans le domaine de l'amour comme dans celui de la littérature, le grand Victor Hugo, 1802-1885. Malgré son amour pour Juliette Drouet, Victor Hugo s'est intéressé toute sa vie aux femmes, à toutes les femmes, les petites domestiques, aux dames du monde, et ses aventures, ses mésaventures amoureuses firent la joie du tout Paris. Pourtant, lorsqu'il épousa celle qui deviendra Madame Victor Hugo, la ravissante Adèle Fouché, ce chaud lapin était, selon ses propres dires, encore vierge. Il avait alors 20 ans et sa nuit de noces fut, semble-t-il, fastueuse. Nous sommes le 12 octobre 1822. Glissons-nous discrètement dans la chambre nuptiale. C'est le matin. Les deux jeunes mariés sont encore au lit. Adèle est un peu exténuée, mais éblouie. Adèle. Quoi? Encore? Cela fera 9 fois. Eh bien, on ne peut pas dire qu'avec toi ce soit bâclé. Victor. L'homme a reçu des dieux, madame, cette clé au moyen de laquelle il doit, dans sa demeure, remonter sa moitié toutes les 24 heures. Il recommence alors en lui confiant dans le creux de l'oreille: aimer, c'est agir. George Sand, 1804-1876. Ma vie fut pleine et brûlante, écrivit l'auteur d'Indiana et de la petite Fadette. Le moins que l'on puisse dire est que la frêle bretonne avait le sang chaud. George Sand, en effet, ne savait pas dormir seule, et elle eut quantité d'amants. Elle aima même un cul-de-jatte qu'elle était obligée, dans leurs ébats, de porter à bout de bras, et dont elle usait à la façon de ces instruments que Ronsard nommait godrichis. J'ai la fibre très forte, écrivait-elle, et ne trouve jamais d'instrument assez fort. Elle parlait, semble-t-il, de piano. Et, peu de temps après, elle fit la connaissance d'un jeune Polonais nommé Frédéric Chopin, dont le doigté plut à la romancière. Devant un tel empressement, son mari, le baron Casimir du Devant, finira par éprouver une espèce d'orgueil assez cocasse, au point qu'en 1869, il écrivit à Napoléon III pour lui demander la Légion d'honneur, au titre de cocu.
je ne peux pas résister au plaisir de vous lire sa lettre, qui est un véritable morceau d'anthologie. Sur le soir de mes jours, il avait alors 73 ans, j'ambitionne la croix de la Légion d'honneur de votre magnificence impériale. En demandant cette récompense, je m'appuie non seulement sur mes services depuis 1815 au pays et au pouvoir établi, services sans éclat, insuffisants peut-être, mais encore sur les services éminents rendus par mon père depuis 1792 jusqu'au retour de l'île d'Elbe. Bien plus, j'ose encore invoquer des malheurs conjugaux qui appartiennent à l'histoire. Marié à Lucile Dupin, connue dans le monde littéraire sous le nom de George Sand, j'ai été cruellement éprouvé dans mes affections d'époux et de père, et j'ai la confiance d'avoir mérité le sympathique intérêt de tous ceux qui ont suivi les événements lugubres qui ont signalé cette partie de mon existence. Mais l'empereur avait fait trop de cocu lui-même pour s'intéresser à ce monsieur Dudevant, qui méritait si mal son nom. Alexandre Dumas, 1802-1870. Alexandre Dumas, pour lequel j'ai depuis toujours une affection particulière, était un personnage extraordinaire, dont la force physique stupéfiait tout le monde, de même que la fécondité littéraire et sa vitalité dans le domaine sexuel. J'ai besoin, disait-il, de plusieurs maîtresses. Si je n'en avais qu'une, elle serait morte avant 8 jours. Séduite par sa prestance physique, attirée par son sang africain, les femmes tombaient toutes dans ses bras comme des mouches. Et la liste de ses maîtresses, qu'il braconna un peu partout, et en particulier dans les coulisses des théâtres, est tout à fait impressionnante. Je vais vous énumérer quelques-unes de ces femmes qui comptèrent le plus dans sa vie, et j'ajouterai pour certaines d'entre elles quelques renseignements succincts. Il y eut notamment Aglaé Tellier, sa toute première maîtresse, Valentine, la petite buraliste du boulevard Malherbe, Louise Leroy, Laure Labbé, qui lui donna son fils Alexandre en 1824, Virginie Bourbier, la première d'une lignée de comédiennes, Mélanie Waldorf, jeune épouse d'un officier retenu dans les garnisons lointaines, Belle Kreismamer, une jolie brunette aux yeux d'azur, mère de sa fille Marie, en 1831, Madame Adèle, Hyacinthe Meignier, Marie Dorval, la grande et admirable interprète de plusieurs de ses pièces, Eugénie Sauvage, Caroline Unger, la grande cantatrice, Octavie Durand, Aimée Dose, Anaïs Aubert, Henriette Laurence, la mystérieuse Henriette au pouvoir magique, disait-on, Eugénie Skrivanek, Marguerite Guidi, Béatrice Persson, qui rivalisait avec lui sur le nombre de cailles ingurgitées en un repas, Anna Bauer, Isabelle Constant, Emma Manoury-Lacour, Marie, la pâtissière de Bruxelles, qui lui faisait de bons petits gâteaux et de nombreuses gâteries, Marie de Fernand, Émilie Cordier, Fanny Gordoza, Jenny Falcon, Marie Garnier, Ada Menken, et une quantité d'autres, amours fugitives, qui n'ont pas laissé de traces. La toute dernière, Ada Menken, fut de toutes la femme qu'il aima certainement le plus. Il avait alors dépassé les 60 ans, et elle avait moins de 30. Et cette femme exceptionnelle, à la vie digne des plus grands romans de Dumas, fut poète, chanteuse, danseuse, comédienne et excellente écuyère.
Alfred de Musset, 1810-1857. Autre grand amoureux devant l'éternel, le poète romantique Alfred de Musset, qui avouait qu'il tombait amoureux comme l'on s'enrhume. On peut dire, dans ces conditions, qu'il passa sa vie à éternuer. Mais Musset n'était pas Casanova. Enfant de son siècle, il avait une façon déclamatoire et gémissante d'aimer les femmes. Il lui fallait des larmes, des adieux déchirants et des nuits de solitude où il se grisait ensuite de sa douleur. Ses amours avec George Sand ne sont qu'une suite de cris, de baisers ardents, de sanglots, de bruits de vaisselle brisée. Un jour, il lui écrit: en fermant cette lettre, il me semble que c'est mon cœur qui se ferme. Je le sens qui se resserre et s'ossifie. Aussitôt, elle lui répond, dans un élan passionné: veux-tu que nous allions nous brûler la cervelle ensemble? Quelquefois, il la poursuit avec un couteau. Le lendemain, elle lui envoie tendrement une mèche de ses cheveux dans une tête de mort. Ce sont des amours romantiques. On se promène dans les cimetières, on rêve de se suicider ensemble, et on mange des fraises à la crème dans des crânes humains. Dès leur première rencontre, Musset fut séduit par George Sand. Et, poète jusqu'au bout de lui-même, il lui écrivit ce poème. Quand, je vous jure, hélas, un éternel hommage, voulez-vous qu'un instant je change de langage? Vous seul possédez mon esprit et mon cœur. Que ne puis-je avec vous goûter le vrai bonheur? Je vous aime, ma belle, et ma plume en délire couche sur ce papier ce que je n'ose dire. Avec soin de mes vers, lisez les premiers mots. Vous saurez quel remède apporter à mes maux. Si on isole le premier mot de chaque vers, on obtient: quand voulez-vous que je couche avec vous? Elle lui répondit le lendemain: cette grande faveur que votre ardeur réclame nuit peut-être à l'honneur, mais répond à ma flamme. Cette nuit. Et ils devinrent aussitôt amants. Gabriele D'Annunzio, 1863-1938. Parmi les insatiables, ceux dont les maris se gardaient et que les femmes auraient tant voulu garder, il y en eut un dans l'histoire de la littérature et de la poésie qui ne payait pas de mine et fut pourtant l'un des plus grands séducteurs et des plus célèbres amants de son époque. Le poète et romancier italien, l'auteur de Pluie dans la Pinède et de L'Enfant de volupté, Gabriele D'Annunzio. Ce petit homme cynique aux cheveux rares, aux yeux glauques et à la main molle comme une grenouille, et qui de surcroît était un goujat invétéré, eut pourtant d'étonnants succès amoureux que n'expliquaient pas seulement ses talents de poète. Il parcourait son domaine nu sur un cheval blanc, achetait toute la voiture d'un fleuriste pour séduire une belle, se promenait précédé de 12 lévriers, étalait ostensiblement ses bonnes fortunes, et quand l'une de ces belles de la bonne société avait cessé de lui plaire, avec une rare muflerie, il la renvoyait avec pertes et fracas dans ses foyers, et un billet insolent pour époux accompagnait ce rendu. Courtisant parfois 10 ou 15 femmes en même temps, il réjouissait fort
la postière d'Arcachon, où il venait passer ses vacances, en envoyant chaque jour 10 télégrammes à 10 destinataires différentes, avec cette même formule. Vous êtes la seule, signé Gabriele. Rudolf Valentino, 1895-1926. Dans cette petite galerie des insatiables de l'amour, des Don Juan, de tous acabit, je pourrais ajouter les portraits de Ronsard, de Mirabeau, de Landru, de Henri IV, des deux Napoléons, le premier et le troisième, et de bien d'autres dont l'ardeur sut nous donner dans le monde une réputation flatteuse. Mais pour aujourd'hui, je voudrais terminer par une nouvelle catégorie d'insatiables, une nouvelle espèce de Don Juan, né avec l'invention des frères Lumière, que j'appellerai les insatiables virtuels, ceux qui ne font rien que de paraître sur les écrans, ceux qui gagnent sans se donner du mal 2 à 3 millions de cœurs par an. Le premier, et sans doute le plus grand d'entre tous, fut Rudolf Valentino. Né en même temps que le cinéma, en 1895, cet Italien, successivement jardinier, garçon de café, chauffeur de taxi, connut dès son apparition sur les écrans un succès foudroyant. Sa photo s'afficha dans toutes les chambres de jeunes filles. À cause de lui, on entra au couvent, on se mourut de consomption, on se suicida. Il reçut dans sa vie plus de 16 millions de lettres d'amour. Et pourtant, le plus étonnant, c'est que contrairement aux précédents insatiables que j'ai cités, il ne fut pas un grand amoureux. Loin s'en faut. Ayant épousé Jane Acker, celle-ci le quitte le lendemain de leur nuit de noces. Cet échec n'entama nullement son prestige, et lorsqu'il mourut dans une clinique de New York en 1926, empoisonné, dit-on, par un mari jaloux, plusieurs centaines d'admiratrices dans le monde se suicidèrent avec l'espoir de le rejoindre dans l'au-delà. Doit-on en déduire que Rudolf Valentino fut un expert en meurtre parfait, dès lors que, comme l'affirme la juriste Nathalie Delourme, le meurtre parfait est de pousser l'autre au suicide? À vous de juger.